Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce chapitre 1089 intitulé Assiégé, un des événements les plus importants de cet arc post-Onigashima, où l'auteur a dû s'aventurer hors du paysage de Mugiwara pendant 4 mois et un tome entier pour préparer le grand retour de l'arc Egghead et de la guerre qui s'y prépare. Néanmoins, un grand nombre de choses se sont déjà déroulées pendant notre longue absence. L'île qui se trouve désormais assiégée, les Mugiwara au complet, les Séraphins hors d'état de nuire, York neutralisé et utilisé comme bouclier, mais aussi la présence du CP0 aux côtés de Luffy et compagnie pour lutter contre les envahisseurs. C'est drôle de le dire comme ça, car eux aussi étaient un jour auparavant des envahisseurs. Oda a vraiment frappé très fort cette fois-ci en nous faisant croire que la guerre se déroule et s'achèvera en une seule journée. Mais plus que tout, l'organisation scénaristique qu'il a eu à faire augmente beaucoup la barre de la hype pour les chapitres à venir, avec notamment la précision que même si, tout comme avec le professeur Albert Einstein, Vegapunk est celui à l'origine de la création d'une arme titanesque et destructrice à grande échelle de l'humanité, il demeurera lui aussi victime de traîtrise qui aura pour conséquence dans les deux cas la destruction et la souffrance d'un peuple entier, ce qui lui fera regretter ses actes à jamais. Et en y réfléchissant bien, vous remarquez que la date du 6 août de la sortie de ce chapitre est très familière à l'auteur car c'est à la même date, mais 78 ans auparavant, que la bombe atomique était larguée sur la ville d'Hiroshima au Japon par les États-Unis. Et voilà que dans son manga, une autre organisation du nom du gouvernement mondial lança d'une manière similaire une arme sur le pays de l'Ulysia. Et donc cela n'est probablement pas un hasard que l'auteur décide de montrer les répercussions d'une telle décision dans son manga, même si la réalité ici n'est nullement comparable. Je vous laisse imaginer que ce chapitre m'a demandé énormément de travail pour vous rassembler toutes ces informations. Alors pour me soutenir, la seule chose à faire est d'exploser les likes, laisser un petit commentaire et bien sûr vous abonner. Car en plus des reviews pour les chapitres One Piece, cette chaîne offre aussi quelques théories pour nous accompagner vers la chasse au One Piece et à la compréhension de ce vaste monde des Shiro Oda qu'est One Piece. Alors abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater de tout cela. Je vous en remercie et débutons dès à présent l'analyse de ce chapitre juste après l'intro d'Egghead. One Piece は実在する。Ce chapitre débute sur l'île de Fushia avec des nouvelles de Garp et Luffy en gros titre dans le journal. Et comme nous le disait déjà le narrateur en encadré dans le chapitre 1088, les gros titres annoncent le lendemain le retour du jeune héros de la marine, le capitaine Koby, la disparition sur l'île de la Ruche du vice-amiral Garp et en dernier que le Yonko Mugiwara no Luffy s'est barricadé à Egghead. Et à Fushia, nous pouvons remarquer que ces informations stressent énormément les proches de la famille Monkey D, au point même de faire pleurer notre cher Dadan. Cependant, je vois beaucoup se poser des questions concernant les propos de Makino sur son fils et Luffy. Bon déjà, il est impossible qu'elle soit la mère de Luffy, puisqu'actuellement Luffy est âgé de 19 ans alors que Makino de tout juste 31 ans. Faites les calculs vous-même et vous verrez que cela est impossible. Maintenant, l'éventualité que le bébé soit apparenté à Luffy via un même père, entre guillemets, Monkey D. Dragon, n'est pas à exclure car depuis l'apparition de ce bébé, on n'a jusque-là aucune information sur son père et d'autant plus le fait qu'il naquit pendant l'ellipse de 2 ans fait donc cogiter beaucoup. Même si selon moi, cela est peu probable car ça pourrait aussi très bien être un simple jeu de mots de la part de Makino qui considère Luffy comme le grand frère de son fils. Mais alors, que se passe-t-il dans toutes les mers du monde? East Blue, South Blue, West Blue, North Blue et même Grand Line, les habitants connurent un phénomène géologique d'une ampleur jamais constatée jusqu'à ce jour. Jamais un tel séisme a causé plus de destruction partout dans le monde jusqu'à provoquer une élévation du niveau de la mer d'environ 1 mètre. Et cela survient 6 jours après la disparition du royaume de l'Ulysia qui avait provoqué un énorme trou en pleine mer ressemblant à celui de Nies Lobby. Et bien sûr, notre mémoire est encore fraîche concernant l'arme Mother Flame responsable de ce cataclysme sans nom.
Pour l'instant, tout porte à croire que ces séismes sont vraisemblablement dus à l'anéantissement de l'Illusia par Motherflame et commandités par Sa Majesté Imo en personne. Alors, grâce à ce chapitre, Oda nous oriente vers un mystère vieux comme la première transformation de Luffy en Gear-Seken. Le mystère de la géographie, très particulière et unique de Nies Lobby, jusque-là interprété par un phénomène naturel et incompréhensible. Mais avec ce chapitre, obligé de se diriger vers la solution la plus probable, celle de la destruction d'une partie de Nies Lobby par l'arme antique Uranus pendant la guerre d'il y a 800 ans. Ainsi, pendant cette guerre entre l'ancien royaume et les 20 premiers rois du gouvernement, Uranus fut utilisé afin de raser cette partie non visible désormais de Nies Lobby pour une raison ou pour une autre. Mais cependant, l'initiative d'Imu pour l'inspection qu'on peut voir dans le chapitre m'a fait tirer deux simples conclusions. La première, c'est qu'elle voulait savoir si Motherflame sur l'Elysia était aussi performant qu'Uranus sur Enies Lobby. Chose évidemment positive, et on en déduit qu'elle était aussi la commanditaire de la même opération sur Enies Lobby. La deuxième conclusion, c'est qu'elle voulait juste un aperçu des dégâts et si oui ou non il y a eu des survivants. Mais la réponse est bien évidemment non, et cela explique leur satisfaction au point de reconsidérer leur volonté première qui était d'assassiner York au même titre que les autres Vegapunk afin qu'elle leur construise de nouveaux armes Motherflame. Et cette entreprise démontre notamment deux grandes conclusions que nous allons énumérer tout de suite. La première est de constater que le désir constant du gouvernement à s'améliorer coûte que coûte en armes issues de Vegapunk, d'abord avec les navires de guerre améliorés, ensuite avec le SSG qui comprend les Pacifistas, les Mark III, les Séraphins et autres, et pour finir maintenant avec les armes Motherflame, montre clairement leur manque de puissance nécessaire pour détruire leurs ennemis de plus en plus curieux, en colère, mais avant tout puissants au fil du temps depuis la création du gouvernement mondial il y a de cela plus de 800 ans, si on en croit les plaidoiries d'Imu en personne, qui auraient voulu leur inexistence à tous, et cela malgré la présence de la marine et son armée, du SSG de Vegapunk, plus le Motherflame, et pour finir les forces directement sous le contrôle du gouvernement que sont les Cypherpol et les Chevaliers Divins. Et la seconde conclusion à tirer, bien qu'elle soit une continuité de la première, est le constat que si Im cherche depuis tout ce temps à agrandir de plus en plus et considérablement son armée, avec plus d'armes Motherflame comme on a pu le découvrir dans ce chapitre, et sachant que l'utilisation d'une seule peut détruire une île en un instant et bouleverser assez peu le monde, c'est qu'en réalité, cet approvisionnement a pour but principal la purge commune de tous ses ennemis. Je m'explique. Comme certains d'entre vous l'ont déjà remarqué dans ma vidéo théorie sur Im, ou d'ailleurs ceux qui ne l'ont pas encore vu peuvent y jeter un coup d'œil juste après. Bref, alors je vous expliquais dans la vidéo que le GM et Im éteignaient toutes les lumières qui se sont allumées au cours des derniers siècles pour éviter leur perte depuis leur victoire sur Joy Boy pendant la guerre contre l'ancien royaume. Et actuellement, tout cela retrouve de nouveau un sens car présentement dans le monde de One Piece, on se dirige vers la même guerre à l'exception près où désormais c'est le gouvernement mondial de Im qui est visé et qui sera anéanti par la grande rébellion qui se prépare et menée par Monkey D. Dragon, mais toujours sous la lumière du dieu soleil Nika, libérateur du peuple. Et ce scénario, Im l'a redouté dès lors du premier son de tambour qui sonnait le grand retour de Joy Boy. Raison pour laquelle elle se vit tester dès à présent son arme Motherflame. Ainsi, pour résumer ce qui a déjà été dit, Oda nous tease dès à présent que Im et son gouvernement préparent la guerre finale qui arrive à grands pas. Et raison pour laquelle ces derniers ne pouvaient en aucun cas laisser l'Hydek Head échapper à leur contrôle, car elle reste un moteur clé pour faire face à cette grande rébellion qui est sur le point d'éclater. Et comme Oda a pu le préciser, il fera tout son possible pour ne pas bâcler la fin de son histoire si spéciale et intrigante à nos yeux. Et sur ce point, je lui fais entièrement confiance. J'espère que vous avez bien saisi l'explication, car après mûre réflexion, on se rend compte de plus en plus que tout colle en fait. Parlons des impacts sismiques ressentis par la population mondiale, où d'ailleurs nous pouvons voir la panique partout dans le monde et aussi revoir des anciens visages chers au Mugiwara, avec la boune au Cap des Jumeaux, Iceberg à Water 7, Momonosuke à Wano. Mais l'image qui m'a fait froid dans le dos est celle de Im, qui tout en tremblant, comme tout le monde à cause des séismes, constate les conséquences de ses actes sur le monde
Et pourtant, cela ne lui fait ni chaud ni froid. Au contraire, elle en demande plus d'armes de cette envergure. Franchement, elle n'a pas froid aux yeux. On entre dans la deuxième partie de ce chapitre avec des centaines de navires de la marine encerclant Egghead. Et comme précisé dans le titre, ces derniers assiègent l'île et ses occupants. La première chose que j'ai remarqué était la défense du Frontier-Dome qui était à 100%. Et on se rappelle bien ce qui s'était passé la dernière fois qu'un ennemi a décidé de le franchir, sachant qu'il n'était qu'à 72% à ce moment-là. Le vice-amiral Doberman aussi fait bien de préciser qu'à 100%, personne ne peut ni entrer ni sortir du laboratoire, à moins qu'il soit bien sûr désactivé de l'intérieur ou que l'île soit entièrement rasée. Une action de dernier recours car ils ont toujours besoin de Egghead pour ne pas perdre leur unique moyen d'avoir plus d'armes Motherflame. Mais aussi, ils ne peuvent se permettre la perte de plus de la moitié du SSG qui a remplacé tout juste les Shichibukai. Et donc, avec que 3 Séraphins et le Kijō de la marine, le gouvernement ne pourrait plus contenir tout ce monde plus rébellieux que jamais. Parlons un peu de la décision extrême de Saturne qui est de couler les navires des chercheurs qui ont évacué Egghead un jour plus tôt. Mais oui, vous vous dites que là, on a l'habitude de les voir prendre de telles décisions. Mais là n'est pas la question. Elle se trouve plutôt à qui cet ordre a été donné. La dernière fois sur Ohara, l'ordre d'extermination commandité par un membre du Gorosei a été donné aux agents du CP0. Car seuls les proches et les hauts gradés pouvaient s'entretenir avec la plus haute instance du gouvernement. Mais cette fois-ci, G. Garcia s'est adressé directement à un simple vice-amiral comme Doberman. On voit clairement que depuis le retour de Joy Boy, l'habitude des 5 doyens et de Im a été totalement chamboulée. Et cela sont les prémices de la grande guerre au sommet du monde, comme je vous le disais un peu plus tôt. Guerre où selon moi le combat entre Im et Luffy se fera dans la chambre fleurie d'après la théorie sur Im. Après avoir été assiégés, les Mugiwara, Vegapunk et leurs alliés ont dû piéger leurs assaillants pour comprendre la situation entière dans laquelle ils se trouvent, avec notamment le Gorosei qui dénonce les liens entre eux et York, mais aussi leur nouveau besoin de garder York et le laboratoire hors de danger. Même si Luffy ne comprend pas toujours les situations comme celle-ci, cette fois il a bien résumé la situation qui est d'utiliser York et le labo comme bouclier pour s'enfuir, raison pour laquelle en face ils étaient tous surpris de constater qu'ils se sont fait avoir comme des bleus. Mais attendez une minute, un truc ne nous aurait-il pas échappé? Eh bien si, une journée s'est déjà écoulée depuis les événements du chapitre 1078 où les chercheurs et les travailleurs étaient encore en pleine évacuation alors que là ils sont déjà loin. On avait Zoro et Kaku pour chasser S-Hawk qui s'était fait la malle plus tôt. Luffy et Lucci étaient contre S-Beer, Sanji contre S-Shark dont Nami, Brook et Edison sont aussi au même endroit. On a Lily et Usopp changés en pierre, Franky avec une partie de son corps pétrifié et Pythagoras en mauvais état contre Snake. On a Jinbe, Stussy, Robin, Chopper et Atlas cherchant Vegapunk qui était lui sous la garde de York, donc faut croire qu'ils l'ont retrouvé. Et voilà, environ un jour après, nous les retrouvons à peu près tous dans une même pièce comme One Piece en anglais, en train de manger et se détendre tout en préparant minutieusement leur fuite. En conclusion, nous allons un peu parler de quelques petits sujets par-ci par-là. On commence tout de suite avec Bonnie, qui était dans le chapitre 1078 en pleurs devant les souvenirs de son père. Et là, dans le 1088, elle mange sereinement aux côtés de Vegapunk avec l'absence totale de colère envers ce dernier. Elle qui voulait au début connaître coûte que coûte la raison derrière la transformation de son père et revendique à ce qu'il redevienne normal si possible, n'aurait été apaisée que si elle est désormais au courant de tout. D'autant plus que Vegapunk devait lui avouer certaines vérités. Alors si on la voit désormais comme ça, c'est qu'elle détient entre autres des informations qui ont réussi à l'apaiser. On est tous d'accord pour dire que Vegapunk est vraiment trop pressé de quitter Egghead avec son petit sac à dos. Mais bon voilà, ça m'a fait penser à l'une de mes théories où je vous disais que si Vegapunk survit, je pense qu'il irait au rassemblement des révolutionnaires qui se tient encore sur l'île de Kedetrava, ou bien qu'il irait chez les géants afin de finir ses recherches sur le siècle oublié. Désormais, je pense qu'il pourrait très bien y aller avec les Mugiwara et le laboratoire en entier, car si Motherflame peut voler et se déplacer dans le nuage, alors le labo qui est clairement sur un nuage pourrait en faire autant. Et de ce fait, s'ils partent chez les rivaux, Sabo aura l'occasion d'avouer à Luffy les dernières paroles de Cobra, mais aussi une rencontre des Monkey D attendue depuis Water 7 par les fans de One Piece aura lieu, celle de Luffy et Dragon. J'ai des frissons rien qu'à y penser.
Et de l'autre côté, il faut avouer que c'est moins hypant s'ils se rendent au pays des géants. Où Usopp pourrait pourquoi pas nous faire une masterclass. On aura des possibles retrouvailles entre Nico Robin et Aguardi Zoro. Dites-moi dans les commentaires laquelle des retrouvailles vous aimeriez avoir entre celle de Robin et Zoro ou celle de Luffy et Dragon. Sachant que là, on aurait aussi une discussion très intéressante entre Sabo et Luffy. Et on finit avec Sanji la jambe noire qui s'est probablement débarrassé du Séraphin en face de lui, ce qui veut dire qu'il pourra très bien continuer à se déchaîner pour devenir le pur cauchemar de la marine et de ses alliés. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai hâte de voir ça. Voilà, au début quand je préparais la review, je me disais que je n'allais pas faire une longue vidéo. Mais plus j'avançais et plus la hype m'obligeait à m'y aventurer encore plus loin de l'analyse. Bien, j'espère que vous ne l'avez pas trouvé un peu trop longue de votre côté et que l'explication était claire. Sur ce, j'espère profondément qu'elle vous aura plu et appris beaucoup de choses sur ce chapitre One Piece. Bah donc, vous savez quoi faire pour me soutenir. Un petit like, un petit commentaire, un partage et bien évidemment un abonnement à la chaîne qui est totalement gratuit pour plus de contenu. Allez, je vous dis à la prochaine.